oui. Alors donc, Jacqueline, les, les recettes dont vous venez de me parler sont des recettes de l'Escarène, si je peux m'exprimer ainsi, hein, à vous. Oui, la tapenade est plutôt provençale. La pâte d'olive existe surtout depuis que les machines à dénoyauter existent. Hein. Ah, Voilà, parce que surtout avec notre petite olive de Nice ici, c'est vraiment un gros problème que de les dénoyauter. Alors en Palestine, ils n'avaient pas ce genre de produits. Ils connaissent par contre les olives au sel qui sont faites et conservées dans des bouteilles de Coca-Cola vides. Alors, bon, la façon de les amériser n'est pas toujours très orthodoxe. Euh, euh, bon, je passerai sur les détails. Mais par contre, on utilise beaucoup des épices hein, dans la cuisine palestinienne. Il y a le za'atar, qui est de l'origan mélangé à du thym. Euh, bon, on utilise des épices et leurs olives ont un goût, le goût de ces épices employées dans la cuisine palestinienne, très particulier. Et j'ai pensé qu'à partir de ce goût, typiquement cette cuisine palestinienne, on pouvait arriver à fabriquer une pâte d'olive bien palestinienne. Donc, nous travaillons actuellement à définir quelle va être cette pâte d'olive palestinienne idéale, savamment dosée au niveau des épices pour qu'elle puisse plaire, tout simplement. et vous allez retourner en Cisjordanie, là, pour Euh, rencontrer ces cultivatrices, si j'ose dire. oui, on a mis au point notre première pâte d'olive l'an dernier, mais les machines n'étaient pas encore arrivées. Donc, elles ont mis elles-mêmes en saumure cette année à peu près 500 kilos d'olives. Hein, c'est pour faire les premiers essais conséquents, puisque l'année précédente, on avait fait à tout casser 100 kilos. Et cette année, on va pouvoir faire une expérimentation un petit peu plus conséquente avec donc 500 kilos d'olives pour commencer et, euh, et trois machines qui sont arrivées et prêtes à fonctionner. Ce sont toujours les petits imprévus du tournage, ne vous inquiétez pas. On reprend où? Eh bien, je vais vous poser une Ah, question. d'accord. Qu'est-ce qu'elles attendent de vous, ces femmes palestiniennes, au fond, exactement? Alors, bon, c'est vrai que l'idée est venue de moi, ça n'est pas une demande. Hein. Euh, on travaille en Palestine depuis 2003 avec un technicien qui travaille avec nous et qui travaille dans des démarches de qualité, d'amélioration de la qualité des huiles d'olive dans plusieurs pays du bassin méditerranéen. Jean-Marie Baldassari. À un de ses retours de voyage, je lui ai dit, mais c'est bien gentil d'améliorer la qualité de l'huile, euh, mais pourquoi ne pas développer, le commerce de l'olive en même temps? Est-ce que ce commerce existe? Est-ce qu'il y a des savoir-faire? Et Jean-Marie m'avait dit non, non, tout est axé autour de l'huile d'olive. Je ne sais pas, j'avais lancé comme ça, c'est dommage parce que ça pourrait apporter un complément de revenus.
Et puis avec des olives, on peut faire de la pâte d'olive, ça pourrait être intéressant. Il suffirait qu'elles aient des petits équipements comme le mien, qui sont tout simples, des petits labos individuels qui ressemblent à des Alors, cuisines. quel genre d'équipement, justement? Alors, quel genre d'équipement? Il faut un plan de travail conséquent, il faut un endroit avec des plans de travail en inox ou alors du carrelage, que ce soit propre, fonctionnel, facilement lavable, Et puis une et machine puis une machine à dénoyauter. Oui. Hein, voilà. Donc, avec ce peu d'équipement, on pouvait mettre entre leurs mains un outil important qui puisse leur permettre de créer un nouveau produit à partir des olives, puisqu'il y a énormément d'oliviers en Palestine. Et puis en même temps, une fois que ces labos seront fonctionnels, c'est une porte ouverte à la création de toutes sortes de produits, puisque au niveau de la matière première, c'est un pays méditerranéen qui, comme tous les pays méditerranéens, connaît les épices, les primeurs, et avec des savoir-faire ancestraux qui savent conjuguer ces produits et les mettre en évidence. Donc il y a désormais une possibilité de mise en commun du travail, de la main-d'œuvre et des idées. Alors justement, au niveau de la main-d'œuvre, est-ce qu'on peut imaginer que cette nouvelle activité permettrait à des personnes qui malheureusement vivent dans des camps à l'extérieur de la Cisjordanie de retourner chez eux, ou de retourner en tout cas en Cisjordanie? Autrement dit, est-ce qu'il y a de l'emploi possible pour le retour en quelque sorte des Palestiniens sur leur terre? Je crois que pour l'instant, il s'agit déjà de leur permettre de se nourrir, hein. Ce qui n'est pas le cas en Palestine. Il y a quand même de la malnutrition. On a des enfants qui meurent de malnutrition en Palestine, hein. Il faut savoir, bon, c'est davantage sur Gaza qu'en Cisjordanie, mais malgré tout, c'est un pays extrêmement pauvre, qui a dû faire face à des revirements de situation avec la deuxième intifada. Mais pardonnez-moi, Jacqueline Bonino, en Cisjordanie, il y a des gens qui ont faim aujourd'hui? En Cisjordanie, il y a des gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, oui. Oui, parce qu'il y a très peu d'emplois. Vous avez toute la main-d'œuvre qui allait travailler en Israël avant la deuxième intifada, qui a été un petit peu renvoyée dans ses foyers. Et bon, c'est comme ça qu'ils ont repris aussi les oliveraies dont beaucoup étaient abandonnés, hein, ou peu entretenus. Ils se sont raccrochés un petit peu à cette matière première pour développer un commerce qui est toujours très difficile à organiser parce que les transports sont très difficiles pour envoyer en Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas d'accès au port. Enfin, tout ça, c'est soumis au bon vouloir des Israéliens. Il y a des marchandises qui restent stockées sur les ports pendant des mois. C'est tout très, très difficile. Alors bon, le commerce équitable fait beaucoup pour la Palestine. Et c'est un petit peu par ce biais-là qu'on aimerait arriver à développer un petit peu plus le commerce de l'olive. Mais dans le livre que vous avez écrit, ce beau petit livre, Les oliviers de Palestine, vous indiquez que les femmes palestiniennes, en moyenne, disons, ont un niveau de culture assez élevé. Oui, j'ai été surprise. Alors comment peut-on expliquer que dans un pays qui est dans une telle difficulté, il y ait ce niveau, disons, sur le plan scolaire et intellectuel? Par la volonté de sortir de la médiocrité, justement. Je crois que les Palestiniens sont prêts à se lancer dans une dynamique d'économie, de développement. Ils sont prêts à se lancer dans le développement d'un pays. Bon, ce qui leur manque, c'est un pays. Mais
ils veulent se sentir prêts pour si un jour la situation changeait, qu'ils puissent avoir une place ils ne veulent pas rester en arrière. Ils ne veulent pas rester en arrière parce qu'ils sont enfermés. Et il y a vraiment des volontés au niveau personnel. Moi, je fréquente les petits villages, je vais voir les femmes rurales. Des femmes qui font tout, hein, depuis labourer les oliviers à la charrue. J'en ai vu qui le font parce que les hommes travaillent dans une ville proche. Donc, c'est les femmes qui ont repris entièrement la culture de l'olivier. Elles font tourner les moulins et elles sont prêtes à s'investir. Avec force, avec courage, avec passion, elles s'organisent entre elles. Ça aussi, je trouvais merveilleux. Dans chaque village, il y a un club de femmes. Alors, ce club de femmes, c'est quoi? Elles bénéficient de cours sur l'hygiène, sur l'hygiène alimentaire, sur l'éducation des enfants. Mais en même temps, elles s'organisent entre elles pour que les plus jeunes puissent aller travailler, les plus âgés vont garder les enfants. Ce qui a toujours été fait un petit peu par la famille, mais aujourd'hui c'est fait par des structures qu'elles gèrent elles-mêmes. Et ces structures comment sont-elles financées, ces structures? Les clubs de femmes, il y a beaucoup d'aide internationale, hein, comme pour tout ce qui se fait là-bas. Il n'y a pas de ressources propres palestiniennes. Donc, il y a des ONG qui sont là, il y a la communauté internationale, des fonds américains, français, allemands, belges, japonais. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir ce qu'elles en font. Elles en font vraiment des outils de développement. Alors j'aborde une question un petit peu délicate, Jacqueline Bonino, excusez-moi. Le bruit court avec certainement de mauvaises intentions, hein, que l'aide internationale est souvent empochée, disons, par une classe politique plus ou moins corrompue. Que répondez-vous à ce soupçon, disons? Rien. Rien. Je pense que dans tous les pays pauvres et dans les riches aussi, la corruption existe. Elle est certainement en Palestine. Moi, je n'ai pas assez fréquenté la Palestine pour vous en parler.